Fin 1944. Un froid très précoce ralentit l'avancée des troupes alliées et les combats pour la libération de la France s'enlisent dans le Jura et les Vosges. Engagés de la première heure dans la guerre contre les Allemands, les soldats coloniaux s'apprêtent à combattre durement un ennemi décidé à tenir jusqu'au dernier. Mais pour les soldats africains, l'histoire va en décider autrement. À côté de là où on était, on entendait les canons automoteurs qui montaient des Allemands, qui montaient, ils s'arrêtaient et ils nous bombardaient. Et ils ne bougeaient pas. On était en attente, je ne sais pas pourquoi. Et c'est de là que le blanchiment a commencé. On a donné tous nos effets et on nous a donc rapatriés dans le Midi. On a pris le train à Besançon, on nous a rapatriés vers le Midi. Cette photographie, prise à l'automne 1944 à Cornimont, dans les Vosges, est l'unique image d'archive qui témoigne de l'épisode méconnu du blanchiment des troupes coloniales. Le blanchiment est une opération qui va consister à retirer les soldats africains noirs qui sont alors sur le front dans l'est de la France en octobre et novembre 1944. Donc des noirs remplacés par des blancs, d'où le terme de blanchiment ou de blanchissement, comme on peut le trouver parfois dans les archives. Durant la Première Guerre mondiale, la France avait mobilisé près de 200 000 soldats africains pour combattre dans les tranchées, où, comme tous les soldats, ils avaient terriblement souffert des rudesses du climat. 1917 sera l'année noire pour les tirailleurs sénégalais, puisque c'est l'année de la fameuse année des combats du chemin des dames, où ils sont massacrés, mais vraiment massacrés. Le premier jour, il y a 1205 tirailleurs sénégalais qui sont tués. 1205. Les unités de tirailleurs sont touchées par ce qu'on appelle le phénomène de pieds de tranchée, c'est-à-dire qu'ils, dans l'humidité de leur trou de combat sous la neige, ils gèlent littéralement sur place. On a des unités qui perdent des dizaines d'hommes par jour pour des causes de gelure. Environ 30 000 tirailleurs sont morts dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France est la seule puissance coloniale à faire appel à des soldats africains pour défendre son territoire. Les tirailleurs sénégalais sont plus de 100 000 à être recrutés en Afrique et environ 50 000 d'entre eux vont combattre héroïquement pour tenter d'empêcher les nazis d'envahir la France en 1940. Première arme inédite, le Stuka va faire parler de lui. Lorsque l'armée française s'effondre, ce sont les éléments des tirailleurs sénégalais qu'on met sur le pont de la Somme, de la loi, en leur disant il faut tenir sans esprit de recul. Et ils tiennent. Et ils tiennent. C'est ça d'ailleurs qui va décupler la haine des Allemands envers eux. Et puis, autre chose, ils ont accusé les tirailleurs sénégalais de se comporter en sauvages
en criminels. Les propagandes, aussi bien alliées que allemandes, ont souvent présenté le tirailleur sénégalais comme un sauvage du champ de bataille qui n'hésitait pas avec son coupe-coupe à couper les oreilles des prisonniers allemands ou des blessés, à s'en faire des colliers, à leur crever les yeux. Et cette image du tirailleur sénégalais sauvage, elle va être utilisée par le régime nazi au printemps 1940. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Excités par la propagande nazie, plusieurs troupes de la Wehrmacht se lancent dans de véritables chasses aux tirailleurs. Ainsi, le 20 juin 1940 à Chasselet, dans le nord de Lyon, les éléments du 25e régiment de tirailleurs sénégalais décident de bloquer la route. Lorsque les Allemands prennent le dessus, ils deviennent tellement furieux que, comme d'habitude, ils mettent le noir d'un côté, ils disent aux blancs de se mettre de l'autre côté. Et ils amènent les noirs dans un petit lieu et ils les lâchent dans la nature. Et ils leur disent, bon, maintenant vous pouvez vous sauver. Et dès qu'ils tournent les talons, c'est les chars qui leur tirent dessus, dans le dos, les mitrailleuses lourdes, ils les abattent, ils les massacrent, et après ils font passer des chars sur leur corps. Il est probable qu'entre 1000 et 2000 soldats africains aient pu être ainsi exécutés à l'issue des combats de mai et juin 1940. Suite à la débâcle de l'armée française, entre 20 000 et 30 000 tirailleurs sénégalais sont faits prisonniers par les Allemands, qui les internent en France dans des Frontstalag, des camps de prisonniers du front. Ce sont d'anciennes casernes, des hôpitaux psychiatriques, ou encore de simples clairières entourées de barbelés. Certains de ces tirailleurs sénégalais vont être incorporés dans des commandos de travail et envoyés dans des usines, des fermes ou des camps forestiers. Ils resteront prisonniers jusqu'à la libération. À travers ces commandos de travail, ils vont vraiment être mélangés à la population, mélangés aux ouvriers, mélangés aux paysans. Et en plus, la population va se prendre d'une très grande sympathie envers ces soldats coloniaux. Et on voit des familles qui véritablement adoptent les soldats coloniaux. Et puis des jeunes Françaises vont aussi connaître des liaisons avec des soldats coloniaux au cours de cette période. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. La France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes.
juin 1940, le général de Gaulle raconte dans ses mémoires qu'il attend dans son bureau, un peu comme moi je peux attendre pendant mes heures de bureau. Il attend que les gens frappent à sa porte. Il dit, voilà, je pars déjeuner, si à tout hasard quelqu'un frappe, faites-moi signe. On ne peut pas dire qu'il ait été envahi de volontaires de la première heure. Rescapé de la bataille de France, le capitaine Philippe Leclerc, un officier encore inconnu, entre en résistance et rejoint le général de Gaulle à Londres, après l'appel du 18 juin. Lorsqu'il arrive, la première entrevue avec le général de Gaulle, 25 juillet 1940, Leclerc se voit signer une mission qui fixe les grandes lignes du ralliement en Afrique équatoriale française et Cameroun. La mission de la délégation consiste à représenter le général de Gaulle en vue d'amener tout ou partie des colonies françaises d'Afrique à se joindre au général de Gaulle pour refuser l'exécution des armistices et continuer la guerre contre les Allemands et les Italiens. Charles de Gaulle. L'objectif du général de Gaulle, eh bien, c'est de rallier les territoires de l'Empire. Il l'a dit dans de nombreux discours. 18 juin, la France n'est pas seule. Elle a un empire, un vaste empire. L'appel se fait entendre aux quatre coins du monde, puisque certains répondent. L'un d'entre eux est Félix Éboué, qui, au Tchad, est tout à fait sensible aux appels du général de Gaulle dès le mois de juin 1940, et tout sera en place pour le 26 août 1940. Le projet, c'est d'envoyer des hommes déjà au Nigeria, et au Nigeria, ils sont censés tâter, entre guillemets, les territoires voisins, et puis ce projet de faire basculer les territoires de l'AEF de concert. Le 27 août 1940, au petit matin, c'est sous une pluie diluvienne que le commandant Leclerc et une quinzaine de tirailleurs embarquent sur des pirogues pour gagner le Cameroun. Ils parviennent à faire basculer ce territoire dans le camp du général de Gaulle en invitant, armes au poing, les fonctionnaires français en poste à rallier la cause de la France libre. Beaucoup acceptent de rejoindre la cause du général de Gaulle et deviennent de ce fait vraiment la première base du général de Gaulle, la base territoriale, les premières forces armées, en tout cas en Afrique, du général de Gaulle. Dernier lieu, peut-être le plus important, Brazzaville, le 28 août 1940, grâce à des troupes africaines cantonnées sur place à Brazzaville, qui ont été persuadées de rejoindre le général de Gaulle. Malheureusement, on n'est pas dans des situations démocratiques, c'est la définition même de la colonie, et les populations n'ont jamais été invitées à se prononcer. Ce sont les cadres qui choisissent de basculer dans un camp ou dans un autre, le tirailleur bien souvent se contentant de suivre le cadre qu'il commande, au service de la France libre, mais également au service de Vichy. J'ai des raisons d'affirmer qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, allait devenir le centre de la résistance africaine. Le chef des Français libres voit défiler devant lui l'armée qui, d'Afrique, ira délivrer la métropole. Français de France et Français de l'Empire, tous enfants de la patrie. Je dirais qu'il y a un parallèle à faire entre l'africanité de ces forces françaises libres de la première heure et l'africanité de la légitimité française libre. À savoir que Brazzaville incarnait la légitimité gaullienne, gaulliste, jusqu'en 1943, jusqu'à ce que la capitale bascule sur Alger. Brazzaville était la capitale de la France libre, beaucoup plus que Londres, qui ne l'était pas officiellement. C'est à Brazzaville qu'était publié le journal officiel. C'est depuis Brazzaville que sont lancées les ordonnances françaises libres de la toute première heure. Un nouveau monstre vient de naître en Afrique. Cet animal merveilleux, hérissé d'antennes et parcouru d'ondes, c'est Radio Brazzaville. Brazzaville, capitale de la France combattante, entrait en contact avec Paris et avec le monde.